Bonsoir à tous. Merci à ceux qui ont fait l'effort d'être là pour cette soirée consacrée à l'apnée du sommeil. Je voudrais remercier plusieurs personnes, faisant mes assistantes qui sont au fond de la salle, la société Homperf qui nous aide dans la prise en charge de nos patients et la société Resmed qui nous fournit d'une part de bonnes machines de plus en plus sophistiquées. On va voir aussi des orthèses d'avancée mandibulaire. Cette soirée, elle a deux buts. D'une part, refaire un peu le point sur le syndrome d'apnée du sommeil, mais en accent plutôt sur certaines originalités pour vous faire prendre en compte qu'il y a des patients différents, il y a des techniques différentes, et que ce n'est pas simplement le gros ronfleur apnéique à qui on va mettre une machine qu'on doit prendre en charge, mais il y a parfois des phénotypes différents. L'autre but de cette soirée, c'est de faire connaissance avec le docteur Hugues Zrumba, qui est chirurgien chirurgien maxillaire, qui nous vient de Suisse et qui va nous parler d'un traitement un peu spécifique, mais qui a ses indications dans cette prise en charge. Donc, c'est un problème important, je ne vous l'apprendrai pas. Vous voyez, on avait la notion de 4% chez les hommes, 2% chez les femmes de fréquence. En fait, les dernières études épidémiologiques ont une fréquence plus importante, notamment entre 35 et 65 ans. Vous voyez que 12% des hommes et 6% des femmes sont touchés par le syndrome d'apnée du sommeil. La fréquence augmentant bien sûr avec l'âge. Ce syndrome d'apnée du sommeil entraîne de nombreuses conséquences médicales. Ça perturbe la qualité de vie. Ça entraîne des consommations de soins d'à peu près 4 000 € par an. Un patient apnéique coûte 4 000 € par an à la société. Ça entraîne un absentéisme professionnel et surtout c'est responsable d'accidents de la voie publique. Vous voyez que les patients qui ont des apnées du sommeil ont 2 fois plus d'accidents et ils sont aussi beaucoup plus graves, et même ceci dès les patients les plus modérés, dès qu'un index d'apnée et d'hypopnée a plus de 6 par heure, ce qui est vraiment très bas. C'est une maladie, c'est un syndrome qui est associé de façon importante aux maladies cardiovasculaires. Vous voyez qu'un patient, chez les patients hypertendus, il y en a à peu près la moitié qui sont d'apnée du sommeil. Chez les patients angineux, 35%. Chez les patients insuffisants cardiaques, pratiquement la moitié. Et chez les patients qui ont une hypertension réfractaire, c'est-à-dire c'est une hypertension qui résiste à 3 antihypertenseurs, dont un diazétique, il y a pratiquement 80% de patients apnéiques. On a tous appris dans nos études, en cas d'hypertension artérielle sévère, de rechercher un phréochromocytome ou une sténose artère rénale, mais en fait, c'est des situations exceptionnelles. Il est beaucoup plus fréquent de trouver un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, ça se passe de la façon suivante. Vous savez que l'apnée du sommeil, c'est un arrêt de la respiration qui dure au moins 10 secondes. On différencie des apnées obstructives qui sont de loin les plus fréquentes, où le flux nasobuccal s'interrompt, mais où les mouvements thoraco-abdominaux persistent, le blocage se situant au niveau des voies aériennes supérieures, il persiste et vous voyez les mouvements du thorax et de l'abdomen, si on le voit très bien, sont en opposition de phase. Contrairement aux apnées centrales, où le flux nasobuccal s'arrête, mais les mouvements thoraciques également s'arrêtent. Bien entendu, il y a des apnées qui sont mixtes, qui commencent par être centrales, et puis après on voit réapparaître des petits mouvements. Notez au passage ici la profonde chute de la saturation, avec cet aspect en vague de la saturation. L'obstacle se situe au niveau des voies aériennes supérieures. Vous voyez ici la base de la langue, l'espace rétropharyngé qui vient se collaber, interrompant le flux aérien. Voilà ce qui se passe au niveau d'une apnée. Vous avez ici un enregistrement polysomnographique, avec là les voies neurologiques, ici le flux nasobuccal, les sangles et la saturation. Vous voyez qu'ici il y a une oscillation donc, de la pression des voies aériennes supérieures, le patient respire, et vous voyez que durant toute cette période, ici ça fait 10 secondes, donc ça dure 10, 20, 30, sur plus de 40 secondes, le patient arrête de respirer. Vous voyez que les sangles se mettent en opposition de phase,
la saturation baisse de façon retardée, la fréquence cardiaque augmente. Et il y a un point particulier qui est la reprise ventilatoire, et c'est aussi cette reprise ventilatoire qui va être néfaste pour l'organisme. À ce moment-là, vous voyez que l'électroencéphalogramme se modifie. Le patient ne se réveille pas forcément, mais l'électroencéphalogramme se modifie. Et si on enregistre la pression artérielle, il y a un à-coup de pression artérielle. Donc, il faut imaginer l'ensemble de ces phénomènes se reproduisant toute la nuit, et on comprend très bien les conséquences que ça peut avoir. Vous voyez, chez ce patient, les apnées peuvent être très longues. Celle-là, elle dure 2 minutes. Vous voyez une baisse progressive de la saturation. Là, ici, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais la saturation est à 90%. Et le patient chute à 40% de saturation sur une apnée de 2 minutes. Les mouvements thoraco-abdominaux persistent. Ici, vous voyez la fréquence cardiaque est à 57 et qui monte jusqu'à 112, 120. Donc, vous voyez, ce cycle va se répéter toute la nuit de chute de saturation, d'accélération de fréquence cardiaque. Alors, il y a des patients qui arrivent à battre des records. Vous voyez ici une apnée de plus de 4 minutes. 4 minutes sans respirer, c'est très long. Vous voyez la saturation qui reste basse. Et vous voyez que là, paradoxalement, la fréquence cardiaque n'augmente pas. Ce patient était sous bêta-bloquant, donc il n'a pas la réaction d'accélération, ce qui peut, comme conclusion, chez les patients cardiovasculaires, tirer tout intérêt à avoir un traitement par bêta-bloquant. Une autre cause, vous savez que les patients apnéiques qui décèdent meurent plus souvent entre 24 heures et 6 heures du matin, probablement du fait de la répétition des événements apnéiques, des accélérations de la fréquence cardiaque et des saturations. Des points un peu particuliers qui n'est pas bien connu, mais le fait d'avoir de l'apnée du sommeil est associé à un risque plus important de développer un cancer. Vous voyez que ici, sur cette cohorte sur 20 ans de suivi, vous voyez que le pourcentage de patients survivants de décédés de cancer augmente suivant l'index d'apnée d'hypopnée. Un des mécanismes suspectés, c'est que ces phénomènes d'hypoxémie entraînent la sécrétion de substances, de médiateurs qui favorisent le développement de la vascularisation, notamment des facteurs pro-angiogénétiques qui favorisent le développement et la croissance tumorale. Ce même phénomène peut avoir des effets bénéfiques. Par exemple, on s'est rendu compte que les patients âgés, apnéiques, bénéficiaient d'un effet protecteur, puisque cette libération de facteurs favorisait la circulation collatérale. Et vous voyez que si on fait un accident cardiaque aigu, il vaut mieux avoir développé une circulation collatérale, que ce soit au niveau myocardique, au niveau des membres inférieurs. Donc certains patients pourraient tirer bénéfice, le fait d'avoir un peu de désaturation nocturne, un peu d'hypopnée, ça pourrait développer la circulation collatérale. Donc voilà un schéma des voies aériennes supérieures. Le phénomène va se situer dans cette zone et toute la difficulté donc, de la prise en charge, notamment chirurgicale, ou par orthèse d'avancée, va essayer de déterminer le site de l'obstruction, que ce soit au niveau de la région vélaire, au niveau de la région oropharyngée ou au niveau de l'épiglotte. Le mécanisme peut être représenté également sur ce schéma. Il faut s'imaginer donc les voies aériennes supérieures comme quelque chose, comme un tuyau assez souple entre deux parties rigides. Vous voyez que quand le patient va créer une dépression pour faire rentrer l'air dans son thorax, cette partie-là va demander qu'à se collaber. Le mécanisme des apnées centrales est beaucoup plus compliqué, ça fera l'objet d'autres réunions, je ne vais pas m'y étendre ce soir. Un autre mécanisme important, qui est aussi bien connu, c'est le déplacement des liquides. Quand vous passez votre journée debout, notamment à piétiner, il y a une quantité importante de liquide qui s'accumule dans les parties basses. Et quand vous allez vous coucher, soit en passant de la position assise, c'est comme quand on renverse une bouteille de vin, la partie de liquide qui s'était accumulée dans les membres inférieurs va se redistribuer
au niveau de la partie supérieure du tronc, et notamment au niveau des voies aériennes supérieures, créer une sorte d'œdème. Alors ce phénomène-là de redistribution des fluides peut prendre certaines importances, notamment chez des patients qui ont tendance spontanément à avoir de l'œdème, l'insuffisant cardiaque, l'insuffisant rénal, ou même les patientes qui ont une insuffisance veineuse et qui restent, qui piétinent toute la journée. On va voir que ça peut déboucher sur aussi quelques méthodes thérapeutiques. Vous voyez, ça c'est des études faites en néphrologie. Les patients qui ont une apnée du sommeil ont tendance à avoir des veines jugulaires ici, d'un diamètre plus important que les patients qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Alors, la prise en charge de ce syndrome s'adresse à des patients extrêmement différents. Ça, c'est le patient que nous connaissons tous, c'est le patient gros ronfleur, hyper tendu, qui s'endort n'importe où, qu'on a tous eu dans notre clientèle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le patient insuffisant respiratoire, et là les apnées vont avoir des conséquences encore plus importantes puisque la fonction respiratoire est altérée. Il peut y avoir des sujets d'âge plus jeunes dont les troubles se manifestent par un changement d'humeur, une somnolence au travail. Il peut y avoir des femmes jeunes, il peut y avoir des sujets plus jeunes avec des dysmorphies faciales, notamment des rétrognatismes. Il peut y avoir des insuffisants cardiaques, des patients atteints de syndrome métabolique et, comme je vous disais, des phases jeunes. Et il va falloir adapter le traitement à chaque phénotype de patient. Le traitement qui va convenir à celui-là ne sera pas forcément le même qui va bénéficier à ce jeune homme. Donc il y a différents phénotypes suivant l'âge, les symptômes, la somnolence versus les non-somnolents, l'insomnie, le dépressif, les patients atteints de comorbidité, et puis certains mécanismes particuliers que l'on identifie sur l'enregistrement. Chez la femme, on pensait traditionnellement qu'il y avait pas que les femmes étaient moins atteintes du syndrome d'apnée du sommeil. En fait, c'est également une pathologie fréquente chez les femmes. Vous voyez qu'il y a une relation chez la femme beaucoup plus nette entre l'hypertension artérielle et l'index d'apnée d'hypopnée. Elles sont moins somnolentes, elles font plus d'événements de type hypopnée que d'apnée. Et on a même développé des machines, des appareils spécialement destinés aux femmes qui agissent plus sur les limitations de débit et qui montent moins en pression. La dépression pose un problème important dans cette prise en charge. Les symptômes du syndrome d'apnée du sommeil et les symptômes de la dépression sont assez voisins. C'est des patients fatigués, asthéniques. Le fait de mal dormir la nuit peut aggraver un état dépressif. Le fait de mettre une machine à une patiente peut aussi décompenser un état dépressif. Et on voit que quand même, le fait de soigner la dépression, de soigner les apnées du sommeil améliore le syndrome dépressif. Un cas particulier aussi, ce sont des patients qui ont des apnées du sommeil et qui souffrent d'insomnie. On a l'habitude de dire que le patient apnéique s'endort facilement n'importe où, mais il y en a d'autres au contraire qui sont insomniaques. Et ces patients-là vont cumuler deux facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Le fait d'avoir de l'apnée du sommeil, on le sait, et le fait d'avoir une durée de sommeil brève. La durée de sommeil brève est associée à un certain nombre de maladies, dont le diabète et dont les maladies cardiovasculaires, et notamment l'hypertension. C'est des patients qui vont associer d'autres comorbidités, notamment l'obésité. Et donc il faut associer les traitements. Vous voyez que si on traite chez des patients obèses, on leur met simplement une machine pour traiter l'apnée du sommeil. Vous voyez ici l'effet sur la pression systolique, sur les triglycérides, sur la sensibilité à l'insuline. On ne fait pas grand-chose. Si on traite que l'obésité, on fait un peu plus, mais également... par contre, si on prend en charge les deux, il y a un effet potentialisateur sur ces paramètres que sont l'hypertension artérielle, les troubles lipidiques et la sensibilité à l'insuline. Bien évidemment, chez ces patients-là, on peut envisager une guérison de syndrome d'apnée du sommeil. Il faut les faire perdre beaucoup de poids, notamment par la chirurgie bariatrique.
Vous voyez que dans toutes ces séries, ce sont des patients obèses. Et vous voyez ici, il y a 79% de cas d'amélioration de guérison jusqu'à 99%. Ça veut dire que c'est des patients apnéiques à qui on peut arrêter le traitement par PPC. Ce sont quand même des grands obèses. Vous voyez, l'IMC varie de 46 à 50. Certains patients développent des apnées du sommeil que lorsqu'ils sont sur leur dos. On appelle ça le syndrome d'apnée du sommeil positionnel. Et donc le traitement consiste à les empêcher de dormir sur le dos. Alors les premiers systèmes étaient un petit peu archaïques. Vous voyez, certains patients se bricolent des sortes de... soit des balles de tennis, soit des sortes de sacs à dos pour ne pas dormir sur le dos. Il y a deux appareils qui ont été développés qui fonctionnent suivant le même principe. C'est des petits boîtiers qui repèrent la position et qui envoient des petites, non pas des décharges électriques, mais des petites vibrations ici sur le cou, ici au niveau du thorax, qui obligent le patient à se retourner. C'est très efficace. C'est très efficace. Ça peut faire sourire, mais c'est très efficace. Alors, quelques mots sur les machines. C'est un traitement ancien. Vous voyez, les premières publications, c'est de 81. Ça agit comme une attelle pneumatique. Ça maintient les voies aériennes libres par un phénomène de régulation de pression. Et vous voyez, au fur et à mesure où on augmente la pression, sur ces coupes scanners, on augmente le diamètre des voies aériennes supérieures. Les machines sont de plus en plus sophistiquées. Elles peuvent reconnaître les apnées centrales, elles peuvent reconnaître les limitations de débit, elles ont des algorithmes de plus en plus sophistiqués. On peut régler la réponse de ces machines. Il y a des logiciels qui sont adaptés également, comme je disais tout à l'heure, aux femmes. Certaines machines donc, sont capables d'identifier certains types de respiration, des apnées obstructives, des apnées centrales, la respiration de Cheyne-Stokes. On les prescrit donc quand il faut qu'il y ait des symptômes, il faut qu'il y ait deux symptômes par rapport à une somnolence diurne, des ronflements, des sensations d'étouffement, une fatigue, une nicturie, des céphalées matinales et des index d'apnée d'hypopnée. Depuis quelque temps, la réglementation a changé. Pour prescrire une machine, tout le monde ne pourra plus le faire. Il faudrait être soit pneumologue, soit disposer d'un DU de sommeil, soit avoir passé des formations validantes. La machine ne fait pas tout. Il faut également s'intéresser aux masques. Vous voyez qu'il y a différents types de masques. Des masques qui prennent que le nez, des masques narinaires, des masques nasaux. Le masque le plus masque standard, c'est le masque narinaire. Ceux-là sont peut-être plus séduisants, ils sont moins encombrants, mais l'air arrive avec des pressions et des débits plus importants. Il y a des patients, parfois, qui nécessitent un masque facial, patients qui respirent par la bouche. Il faut faire attention parce que ces masques-là ont tendance à majorer l'obstruction en appuyant sur le maxillaire inférieur et à nécessiter des pressions de fonctionnement plus importantes. Il faut bien humidifier le système. Le fait de faire passer des quantités importantes d'air sec dans le nez, c'est parfois inconfortable. Tous ces dispositifs pour la mise en place du masque et l'humidification sont fondamentaux pour l'acceptation du traitement. Et de même que les explications qu'on va fournir aux patients sur le mécanisme et sur l'objectif du traitement. Le problème de la machine, bien entendu, c'est l'observance. Plus le patient va porter sa machine, plus il va y avoir un effet bénéfique à la fois sur les symptômes et sur certains paramètres cardiovasculaires. Un des paramètres qui a été le plus étudié est l'hypertension. Vous voyez qu'il y a une belle droite entre l'efficacité de la baisse tensionnelle et l'utilisation. Les autorités de santé demandent plus de 3 heures d'utilisation, mais ça nous paraît insuffisant. Il faut mieux aller vers les 4 heures, 6 heures. En France, sur les registres nationaux, l'observance moyenne des patients est de 4 heures, ce qui n'est pas si mal. Mais il faut que le patient porte suffisamment sa machine, parce que vous voyez, ici c'est
Un hypnogramme, c'est-à-dire c'est la suite de différents stades de sommeil. Vous voyez ici, le patient est en éveil, s'endort en stade 1, il passe en stade 2, stade 4, et puis il fait des phases de sommeil qu'on dit paradoxales. Et ces phases de sommeil paradoxales sont plus importantes en fin de nuit. Classiquement, les patients mettent leur machine, s'endorment avec, et je vous dis, l'observance moyenne est de 4 heures, et donc ils enlèvent leur machine ici, il y a toute une partie de la nuit qui reste non traitée, et où le patient va développer des événements qui sont à la fois plus importants, plus désaturants et plus responsables d'activation sympathique, d'où la nécessité d'avoir à notre disposition d'autres techniques de traitement. Techniques de traitement qu'on va voir successivement. Tout d'abord, l'orthèse d'avancée mandibulaire. Vous voyez, ce sont ces sortes de gouttières, ici un modèle, ici un autre, dont l'objectif est de déplacer en avant la langue et le maxillaire inférieur. Vous voyez sur ce schéma ici, la machine de pression positive agit comme une hôtelle pneumatique en élargissant le diamètre des voies aériennes supérieures. Ici, l'orthèse d'avancée mandibulaire va déplacer vers l'avant tout le bloc maxillaire inférieur et langue. Alors, c'est un traitement qui est efficace. C'est un traitement qui est efficace dans les syndromes d'apnée du sommeil léger à modéré. Vous voyez qu'ici, les patients qui ont un index d'apnée d'hypopnée à 15, on arrive à les normaliser. Sur les patients plus graves, c'est moins efficace que la PPC. On diminue par 2 l'index, mais on ne le normalise pas. Cependant, il faut considérer que, en général, l'orthèse est portée plus longtemps que la PPC. Donc, est-ce qu'il faut mieux un patient qui est bien traité pendant 4 heures ou un patient qui est moyennement traité toute la nuit? Ça, c'est un débat et des études encore à faire. Vous voulez dire que la plupart des patients, en fait, ils se réveillent pour enlever leur appareil dans la nuit? Oui, il y a pas mal. C'est l'un des soucis principaux, parce qu'en seconde partie de nuit, le sommeil est plus léger, on a moins de pression de sommeil, il y a davantage de phases de sommeil paradoxales, où c'est une situation un peu instable. Et le patient qui garde sa PPC 4 heures, il va l'enlever sur le coup de 3-4 heures du matin. Et donc la deuxième partie de nuit va persister des événements obstructifs non traités qui, eux, vont générer davantage d'activation sympathique. Le pourcentage de patients, c'est à peu près ceux qui n'arrivent pas à passer la nuit Alors, il y a à peu près 70% de patients observants, tout venant. Sur 100 patients à qui on va mettre une machine, il va y avoir 3% qui vont la refuser d'emblée, qui vont dire non, je ne veux pas du tout de ce système. À 1 an, il y a à peu près 30% des gens qui abandonnent. Donc on est à 65% d'observance à 3 ans. Ensuite, la durée d'observance moyenne en France, elle est de 4 heures. Donc un traitement par PPC, pour qu'il soit bien efficace, il faut compter un minimum de 6 heures, au moins 6 heures, bonsoir, 6 heures d'observance. En dessous de ça, on peut se poser la question de passer à une autre stratégie thérapeutique. Est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre une orthèse qui corrige moins bien avec une PPC? C'est un traitement très efficace. Les patients vont passer de 40-50 apnées à l'heure à 2 ou 3. Avec une orthèse, ils vont passer probablement à 15 ou 20. Pour des patients sévères. Pour les patients modérés, on arrive à les normaliser. Les facteurs de bons résultats à l'orthèse, c'est d'abord les sujets minces, jeunes, les femmes, ceux qui s'aggravent en décubitus dorsal. Et puis les critères d'endoscopie du sommeil. Et les critères d'endoscopie du sommeil dont je vais vous parler. C'est une technique qui a été développée ces dernières années. Ça permet de voir comment se comportent les voies aériennes supérieures en situation de sommeil. Donc on va essayer de faire dormir le patient, on va essayer de faire une anesthésie qui se rapproche du sommeil physiologique, c'est pas évident, et on va passer un endoscope qu'on va amener ici à l'orifice postérieur de fosse nasale et voir comment les voies aériennes se collabent. Vous voyez ici donc un collapsus dans le sens antéro-postérieur au niveau du voile, et on classe l'obstruction en fonction que l'obstacle se situe au niveau du voile du palais, de l'oropharynx, de la balze langue ou de l'épiglotte.
le degré d'obstruction, le cote de 0 à 2, c'est la classification vote. On classe si c'est en antéro-postérieur, si c'est en latéral ou si c'est concentrique. Alors, c'est une technique d'anesthésie particulière. On appelle ça l'EVOC, l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration. Il faut essayer de reproduire un sommeil physiologique en essayant de monitorer la concentration intracérébrale du produit anesthésique. Et on utilise donc le propofol, le diprivant, on utilise une sorte de pouce-seringue couplé à un ordinateur. Nos anesthésistes savent très bien faire ça. Ils rentrent l'âge, la taille, le poids, le sexe, et la seringue va envoyer le produit anesthésique. Et on surveille la profondeur de l'anesthésie qu'on induit par une mesure d'un index qui s'appelle l'index bispectral, qui analyse des données de la contraction musculaire et de l'électroencéphalogramme. Et on a un index qui va de 0 à 100. À 100, le malade est très réveillé. À 0, il est en état de mort cérébrale. Et donc, on peut apprécier la valeur de l'anesthésie. Il ne faut pas endormir les gens brutalement parce que sinon tout le monde va faire de l'apnée. En plus, ça sert à standardiser la mesure. Alors, voilà les images qu'on peut observer. Ça, c'est le patient qui va se collaber dans le sens antéro-postérieur au niveau du voile. On peut également tester la manœuvre de propulsion mandibulaire. L'anesthésiste va soulever le maxillaire intérieur. Si ça se dégage, on peut en déduire que le patient va bien répondre à une orthèse d'avancée mandibulaire. Vous voyez que ce patient-là est tout à fait différent de celui-là. Là, ici, le collapsus des voies aériennes se fait de manière concentrique. Ça, c'est des mauvaises indications pour la chirurgie, c'est des mauvaises indications pour l'orthèse. Ici, le collapsus va se faire sur les parois latérales pharyngées. Ici, vous voyez, c'est un patient qui a de grosses amygdales linguales. Ça, c'est un patient chirurgical. Là, en opérant le patient, on va guérir le malade. Ici, il y a des bascules de l'épiglotte. Ici, vous voyez, ce patient a un relâchement musculaire de la base de la langue qui va passer en arrière. Ça, c'est un patient peut-être qui pourra bénéficier ou d'une chirurgie d'avancée bimaxillaire ou d'un traitement dont je vais vous parler après, qui est la stimulation de l'hypoglosse. Voilà une technique également un petit peu nouvelle. Vous avez vu que c'est la langue qui bascule en avant. Il y a une technique qui consiste à aller stimuler le nerf lingual. C'est le nerf qui innerve la langue dans sa partie antérieure. Le fait de stimuler va contracter les muscles de la langue et va projeter la langue en avant pour dégager le larynx. Vous voyez ce que ça donne quand on stimule le nerf lingual, on a la langue qui part en avant et on dégage les voies aériennes. Ça marche bien quand le patient, l'indication c'est quand il y a des collapsus antéro-postérieurs, ça marche pas bien du tout quand le collapsus est circulaire. Et vous voyez que quand un patient a un collapsus circulaire, un patient qui a un index d'apnée et d'hypopnée à 40, on le fait tomber à 3 ou 4. Alors c'est un système qui nécessite l'implantation d'une sorte de pacemaker, c'est comme un pacemaker qu'on met sous la peau. Il y a un capteur qui se met dans l'espace intercostal pour asservir le système à la respiration et un capteur qui va stimuler le nerf lingual. Alors il y a deux systèmes, ça c'est le système Inspire, il y a un autre système concurrent. Et en France, il y a 2 centres pour l'instant qui peuvent traiter les patients. Il y a Paris et Bordeaux. C'est un traitement qui n'est pas encore pris en charge, mais c'est un traitement qui est, chez certains patients sélectionnés, très efficace. Vous voyez, même des patients graves, des patients qui ont un index d'apnée-hypopnée à 40, ils sont pratiquement normalisés. Il y a un autre système qui est également intéressant, qui se rapproche du système précédent, qui est développé par une firme qui s'appelle Nyxoah, qui va stimuler le 12, mais sans sonde et sans batterie. Ça consiste à aller mettre des petits capteurs à cheval au niveau de la langue, au contact du nerf lingual,
et puis de mettre un patch, et dans ce patch est contenue la batterie et le système qui va contracter, qui va stimuler le nerf lingual par voie... alors je ne sais pas si c'est du Wi-Fi, mais il n'y a pas de connexion physique entre les deux systèmes. Et ça va se régler avec un petit bouton. On pourra titrer l'intensité de la stimulation. Et ça, je pense que c'est des solutions qui vont arriver dans quelques années, pour lesquelles je m'adresse au docteur Zumba, les chirurgiens, et les ORL également. Alors, il n'y a pas de prise en charge pour ces systèmes. Le système précédent, la stimulation du nerf lingual, ça coûte à peu près 35 000 €. Là, je n'ai pas le prix, mais si ça peut permettre de se passer d'une machine, c'est quand même appréciable. C'est pas invasif, ça? C'est pas invasif? Non, c'est pas invasif du tout. Il y a une petite chirurgie pour mettre en place les électrodes, et après, ça se pilote. Oui, mais c'est pas un geste très... Ensuite, sur le plan de la chirurgie, avant de laisser la parole au docteur Zumba, tout ce qui va améliorer la perméabilité nasale, et Gilles Le Goff ne me dépendra pas, que ce soit le redressement d'une cloison ou l'ablation de polypes, le dégagement des voies aériennes supérieures, va favoriser la respiration nasale et va d'une part chez les patients qui ont une machine, va améliorer la tolérance et le port de la machine, va faire baisser les pressions de fonctionnement de la machine et donc rendre le traitement plus confortable, et ça peut guérir des patients modérés. Une nouvelle technique chirurgicale qui utilise le ROVO, c'est le traitement de la base de langue. La chirurgie des bases osseuses, je ne m'y étendrai pas, mais juste je rappelle que dans les recommandations de la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, vous voyez, en 2010 déjà, il est recommandé de proposer une chirurgie d'avancée des maxillaires chez des patients de moins de 65 ans, même avec un SAOS sévère, symptomatique, en échec ou en refus de traitement, en l'absence d'obstruction vélo-amygdalienne et de comorbidité. Et donc c'est un traitement qui peut paraître dans un premier abord un traitement important, mais qui permet de guérir des patients. Et bien entendu, dans ces domaines chirurgicaux, il faut bien sélectionner les patients. Il ne s'agit pas d'aller opérer un patient de 130 kg avec un diabète, une hypertension et qui a 3 stents dans les coronaires. Mais comme je vous ai dit, on a aussi des patients jeunes qui ont des dysmorphies faciales, et ces patients-là, ces techniques-là peuvent leur rendre service. Autre technique, je vous ai parlé des déplacements de liquide. Vous voyez, chez ces jeunes femmes souffrant d'insuffisance veineuse, qui ont des syndromes d'apnée du sommeil modérés, le fait de leur faire porter des bas de contention, de leur faire de l'exercice dans la journée, peut aider à faire baisser de 10 à 15 l'index d'apnée d'hypopnée et les faire retourner dans les zones physiologiques de la normale. Alors souvent les patients me disent, est-ce qu'il y a des médicaments pour soigner ça ? Je réponds non, il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements à l'étude. Il y a un médicament qui est la désipramine, qui est un antidépresseur à la famille des tricycliques, mais qui a une certaine action sur la collapsibilité des voies aériennes supérieures et qui peut faire baisser chez certains patients les apnées en phase non REM, c'est-à-dire en l'absence de sommeil panalocéan. Avant de terminer, je voudrais insister sur quelque chose d'important, sur les professionnels de la route. Que ce soit les chauffeurs de taxi, les pilotes d'avion, les chauffeurs de bus, pour dire que le syndrome d'apnée du sommeil est d'abord une contre-indication à la conduite automobile. Chez un professionnel de la route, il faut le mettre en arrêt d'activité. Et avant qu'il reprenne son activité, donc il a l'obligation de se traiter, et il faut démontrer que le traitement est efficace. Ce n'est pas toujours facile. Et même chez le patient courant, quelqu'un qui a un syndrome d'apnée du sommeil, normalement, si on suit les réglementations à la lettre, il doit aller à la préfecture, il doit rendre son permis de conduire en disant « je ne peux plus conduire, je suis fini ». Personne, pour l'instant, ne le fait, mais... Un dernier mot pour les anesthésistes aussi, car les apnéiques sont plus difficiles à ventiler, sont plus difficiles à intuber.
Et le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur de risque de complications post-opératoires. C'est aussi un domaine de la médecine où la télémédecine prend beaucoup d'importance. Il y a des études qui sont faites avec des capteurs à domicile, des machines qui transmettent les données sur les plateformes, des patients qui rentrent leurs données, qui rentrent leurs symptômes, ils peuvent rentrer leur variation de leur pression artérielle, leur saturation. Enfin, pour terminer, le syndrome d'apnée du sommeil est une pathologie complexe associant différents mécanismes, et il faut donc jouer avec toute la palette de ces traitements pour soulager les patients, que ce soit la diététique, l'endocrinologue, la chirurgien bariatrique, les manipulations du temps de sommeil, les traitements médicamenteux, les statines, les diurétiques, la machine bien sûr, l'ORL, l'avancée mandibulaire, bientôt la stimulation de l'hypoglosse, et puis des traitements un peu atypiques comme les diurétiques, les bas de contention. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser, si vous voulez, je peux répondre.